Vous suivez Matin Bonheur sur RTI 1 et depuis quelques minutes maintenant, on est avec vous, bien sûr, pour parcourir tous ces sujets très importants pour vous, pour nous aussi. Merci de nous rejoindre, à toutes les personnes qui sont avec nous maintenant à cet instant. Et nous allons recevoir notre invité, Maître Paul Arnaud Ekou. Il est expert en droit et avec lui, on parle d'un civisme routier, d'extensions qui sont prévues. On en parlera, on va plancher sur cela. Ce sera dans quelques secondes, n'est-ce pas, Alix? Tout à fait. Avec M. Paul Arnaud Ekou, c'est la case droit qui a été illustrée avec notre réalisateur Jacques Brou. Alors, on parle d'un civisme routier. Quelles sont les sanctions prévues? Un peu dans le prolongement de l'échange qu'on vient de voir. Mais cette fois-ci, c'est le droit maintenant qui va s'intéresser à la question. Et tout de suite, d'entrée de jeu, savoir quels sont les droits civiques des usagers sur la route. Bonjour, M. Ekou. Bonjour Alice. Bonjour. Bonjour Thierry. Bienvenue. C'est un véritable plaisir de parler d'un civisme routier parce que pour moi qui fais la promotion de la sécurité routière, je suppose que la route donne l'occasion d'illustrer un très joli mot de notre devise, la discipline. Et c'est à travers la route qu'on apprécie la discipline d'un peuple. Et c'est vrai que beaucoup d'Ivoiriens sont indisciplinés et beaucoup d'automobilistes sont indisciplinés également. L'incivisme va naître de la sanction de certains comportements, je vais dire, tellement absurdes par rapport aux besoins d'utiliser la voie publique. Donc, la loi va prévoir différents tests, tant dans le droit routier, dans le code de la route, que dans d'autres instruments juridiques pour sanctionner. Mais bien évidemment, qui parle de civisme, on va parler aussi des droits que l'usager doit avoir. Bien sûr. Les droits en matière d'utilisation de la voie publique vont varier selon qu'on est piéton, automobiliste ou même riverain. C'est-à-dire qu'on a sa construction en bordure de voie. Les droits vont être garantis soit par la Constitution ivoirienne elle-même, qui est la première source des droits civiques. Et pour la voie publique, le premier droit qui fonde la conduite automobile, c'est la liberté de circuler. On part du principe que chaque individu est libre d'aller où il veut. Et ce principe-là, il est consacré par notre Constitution ivoirienne. Il est réaffirmé par beaucoup de conventions internationales sur les droits de l'homme, ratifiées par la Côte d'Ivoire. Et il est aussi renforcé même par des dispositions du Code de la route, que beaucoup de juridictions essaient de défendre. Donc c'est le premier droit sur la voie publique, c'est le premier droit civique sur la voie publique. On va aussi parler de de la propriété, le droit à la propriété. Votre véhicule vous appartient, il doit être protégé en tant que propriété. Et avec son corollaire de tout ce qui va être lié à la propriété, le droit à la vie privée dans votre voiture. Donc, le droit aussi à un environnement sain par rapport à l'espace que vous utilisez. On verra aussi beaucoup d'autres éléments comme le droit à la vie, ce qui va fonder toute la batterie de législation en matière d'accidents de la route. Et puis, bien évidemment, il y a une pléthore de tests qu'on va citer au fur et à mesure des besoins. Alors, M. Paul Arnaud Ekou, il est important d'élargir l'environnement sociétal pour pouvoir mieux comprendre tout ce que vous nous dites. Exactement. Il faut comprendre que le code de la route ne se limite pas au rapport qu'on a avec sa voiture, mais plutôt au rapport qu'on a avec la voie publique. Et quand tu dis voie publique, pas des collectivités. Le civisme s'apprécie comme la conscience qu'on a de ses droits et devoirs vis-à-vis de la communauté et de la collectivité. Donc, pour mieux comprendre le civisme routier ou l'incivisme routier, il faut comprendre le rapport que l'individu a avec sa collectivité. Et la voie publique est le lieu de l'expression de ce civisme-là. Les phrases du genre « la route n'est pas pour ton papa », là, c'est des phrases qu'il faut éviter. Parce que c'est à partir de ce moment que commence l'incivisme routier. Oui. Bien évidemment, il faut cultiver ces éléments-là. Et cet incivisme-là ce civisme commence par la formation même à l'auto-école, puisque la directive de l'UOMOA va être claire là-dessus. La directive numéro 15 va imposer qu'on puisse enseigner le civisme déjà au moniteur lui-même et ensuite aux candidats à l'apprentissage de la conduite automobile. Donc c'est une obligation légale de former les automobilistes, les usagers de la route en matière de civisme routier. Et bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas la chance, comme je le dis toujours, d'aller dans des auto-écoles, d'autres obligations de formation au civisme routier vont être prévues par les mêmes tests. La Convention internationale sur la circulation routière impose même qu'on puisse intégrer des cours de civisme routier dans les manuels scolaires classiques.
Tout à fait. Alors, pour encore rester sur les droits civiques des usagers, là, on s'est vraiment penché sur l'automobile, l'auto et l'automobiliste. On a d'autres entités comme les piétons, les riverains. À ceux-là, quels droits sont dévolus? On ne va pas distinguer l'automobiliste des piétons particulièrement parce que je me mets dans la logique de l'utilisateur de la voie publique. Donc, c'est pratiquement les mêmes droits. Cela englobe tout. Voilà, sauf que l'application va dépendre de l'intérêt ou des besoins à faire valoir. Donc, le droit de la propriété, plutôt, va être différent selon que c'est le riverain qui ne voudra pas qu'on gare la voiture devant sa porte. Et d'ailleurs, le code de la route interdit de garer une voiture devant une porte cochère, c'est-à-dire l'entrée principale d'une résidence. Et donc, bien évidemment, moi, je vais faire valoir mon droit de propriété parce que je suis en bordure de voie. On ne me dira pas, mais tu as construit, tu es à l'entrée de la voie. Et ça me permettra, ce droit de la propriété va permettre de sanctionner certaines pratiques du genre des riverains qui viennent mettre des barrières pour empêcher la circulation dans la cité à un moment donné. Ils vont se prévaloir de leur droit à la propriété ou à la tranquillité, à l'environnement sain qu'ils ont. Donc, en fonction, les droits civiques sont pareils, c'est universel. Et en fonction du besoin du justiciable, on va essayer de voir comment on le décline. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on va aller avec la présentation de ce que vous allez nous proposer, les différentes lois et tout. Vous venez de donner un exemple qui est très simple, un exemple terre à terre. Devant chez moi, quelqu'un vient garer sa voiture et tout. Qu'est-ce que moi, en tant que Thierry Angeval, je dois faire, là, à l'instant? Il y a plusieurs solutions à la matière. Oui. Déjà, je reviens sur la leçon de courtoisie au volant, il faut garder son calme d'abord. Oui. C'est vrai que pour faire valoir ses droits, il ne faut pas toujours aller faire la bagarre. L'interdiction de garer devant une porte cochère est sanctionnée, déjà par l'officier de police normalement, mais ça peut aller plus loin. J'ai le droit, si je ne trouve pas l'automobiliste, d'appeler la fourrière pour que la voiture soit mise en fourrière. J'ai ce droit-là. Mais l'idéal serait de commencer par dire, dès qu'il gare, de lui faire rappeler, parce que beaucoup d'automobilistes ne connaissent même pas la notion de porte cochère, Oui. qui s'enseigne pourtant à l'auto-école, de lui faire comprendre qu'il n'a pas le droit de garer là, de façon très courtoise, et surtout l'amener à déplacer ou à bien se ranger. L'automobiliste doit aussi savoir que tout ce qui est stationnement gênant ou dangereux pour les autres usagers, pour les riverains, il doit faire l'effort de ne pas causer beaucoup de dommages et de désagréments aux automobilistes. En ce moment-là, rien qu'une simple discussion peut régler la situation. Mais quand ça va au-delà, il y a tout ce qui va arriver, comme j'ai dit tout à l'heure, la mise en fourrière, mais tout ce qui va arriver comme possibilité de demander à la personne de réparer les dommages que vous aurez subis. Et puisque nous sommes sur le cas des exemples concrets, il y a certaines dispositions que vous nous avez ici données qui engloberaient les droits civiques. Vous avez parlé de la vie privée dans le véhicule. Comment il se décline pour un automobiliste de faire valoir son droit à sa vie privée dans son véhicule? Dans le respect des règles du Code de la route et des transports routiers qui vont sanctionner tout ce qui va être surcharge, qui vont sanctionner tout ce qui va être modification abusive de la voiture, je dois mettre ce que je veux dans ma voiture. Je dois mettre mes bagages dans ma voiture, je dois dormir dans ma voiture. C'est ma vie privée, ce n'est pas parce que je dors dans ma voiture que tu vas venir mettre la main sous les vitres pour observer ce que je fais dedans. Donc la voiture constitue aussi le prolongement d'une vie privée. À l'époque, dans les débats même, la voiture constituait le prolongement du domicile. On avait estimé que parce que dans les droits civiques, on protège de façon très rigoureuse le domicile de la personne. Notre Constitution dit que le domicile est inviolable. Même l'autorité de police n'entre pas sans avoir été autorisée préalablement. C'est pareil pour le véhicule. L'autorité de police va vous demander de descendre de votre véhicule, mais elle ne va pas rentrer dans votre véhicule. Vous voyez un peu la nuance? C'est un peu comme ça qu'on va essayer de faire valoir ses droits civiques. Il vous demandera de descendre, de bien ranger votre voiture. Et même quand il va l'emporter, il va vous demander la permission de l'emporter. C'est pourquoi dans tout ce qui va être mesure de mise en fourrière, par exemple, dans le code de la route, on décide que la fourrière n'a pas encore commencé. Lorsque l'automobiliste, le conducteur est présent, on arrête la fourrière. Il reprend sa voiture, il paie son amende et puis il continue. Okay. Tout ça pour dire que je dois la propriété à la vie privée de ma voiture. Donc, tant que je peux faire valoir ce droit sans porter atteinte, sans porter préjudice aux autres, je le fais valoir. Alors, c'est vrai que vous avez dit qu'on est très à cheval sur les exemples et tout, parce que... Oui, ça permet d'étayer. Voilà, et c'est notre quotidien et tout. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai le droit de faire tout ce que je veux dans ma voiture. Est-ce que j'ai même le droit... de faire tout. De faire tout. Est-ce que j'ai le droit, si je suis avec
une jeune demoiselle... Thierry a extrapolé parce qu'on est en période de fête, on imagine ce qu'on peut faire dans la voiture. Voilà. C'est pas forcément une période de fête. Des exemples parmi tant d'autres. Oui, on a pu voir ici des choses avec, Dieu merci, peut-être des caméras de surveillance placées à des endroits bien précis. Ils nous ont montré des choses. Ils nous ont montré des choses pas très catholiques. Tu as le droit de faire tout ce que tu veux dans la mesure où c'est licite et c'est légal. Voilà, c'est licite ou c'est légal. Si c'est illégal. Qu'est-ce qui est illicite dans la voiture. Dans le fait de... Faut pas voir faut pas voir la voiture comme le simple oui, ça rentre bien sûr instrument dans le de la route. L'attentat exactement, c'est là que j'allais arriver. Il faut retrouver d'autres éléments qui sont interdits. Enfin, je suppose que c'est à ça qu'on pensait, à l'attentat à la pudeur. Mais tout à fait. Oui, on voulait vous emmener sur ce chemin pour pouvoir mieux expliquer à notre... Moi, je suis assez pudique, donc je n'ai pas encore vu beaucoup de cas comme ça. Merci de jeter l'opprobre sur nous. Mais je suppose, je le dis, c'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est pourquoi la réglementation interdit les vitres teintées. C'est vrai que c'est votre bien personnel, c'est votre propriété privée. Il y a des exceptions. Mais vous êtes sur la voie publique. Et donc, vous devez permettre des garanties ou de ne pas incommoder les autres usagers. Pas civisme simple. Malgré les 900 kilos d'amour que vous avez pour la personne, pas civisme, pas pudeur, prenez soin de... Je le dis, le civisme, je n'ai pas le droit et devoir. Tant que vous avez des droits à la vie privée, dites-vous aussi qu'en face de vous, il a droit à la vie privée, il a droit au respect, il a droit à l'atteinte, ce qu'on ne porte pas atteinte à sa pudeur. Et bien évidemment, c'est sanctionné par des infractions pénales. Donc, quelqu'un qui se trouverait aux prises ou face à une telle constatation peut vraiment dénoncer... L'attentat à pudeur, même, c'est un délit. Donc, si vous considérez qu'il y a une flagrance, vous pouvez même... Est-ce qu'il faut pas dénoncer, même mettre fin. Faites des photos... Parce que là, ça rentre dans la violation aussi de... Faites des photos, c'est un peu plus compliqué que ça que je le dise. Parce que généralement, on a tendance à croire que... Quand ça tombe sur les réseaux, c'est bien parce que quelqu'un a filmé. Exactement, mais là, vous portez atteinte à la vie privée. Attention. Quelqu'un dira ça fait zézé. Chez nous, dans les droits civiques, il est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été condamné par la justice, par une décision définitive. Donc, quand vous faites une photo que vous mettez sur les réseaux sociaux, vous le condamnez avant même la justice n'ait pas le pouvoir. Mais en plus, vous portez atteinte à sa vie privée. Vous aurez remarqué que des fois, à la télé, vous voyez souvent, même quand il y a des infractions, on essaie de flouter même le visage du suspect. Parce qu'il faut vraiment protéger sa vie privée jusqu'à ce qu'on ait une sanction qui mérite d'être publiée. Donc, il faut éviter de commettre des abus en voulant revendiquer ses droits civiques ou en voulant faire ses droits civiques. Mais bien évidemment, il est interdit, je le répète, il est interdit de s'adonner à des actes impudiques sur la voie publique. Voilà. On peut dénoncer, mais vraiment... On peut dénoncer, on peut même demander qu'il arrête, mais dans le respect, bien évidemment. Mais il y a des seuils aussi, hein, en même temps, parce qu'il ne faut pas être parano à tout va. Exactement. Un charmant monsieur qui dépose sa belle, lui fait un bisou, bon... Il ne faut pas s'offusquer de cela. Exactement, je suis d'accord avec vous. Voilà, il faut se détendre aussi. Alors, autre point très important que vous avez évoqué, à savoir l'environnement sain. Un environnement routier sain, qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il prévaut comme droit? Le droit à l'environnement sain fait partie des droits civiques qui sont les premiers éléments à mettre en avant. Puisqu'on parle de circulation sur la voie publique, et la voie publique n'a de valeur que lorsqu'elle est propre, elle est agréable à vivre. Donc, le droit à l'environnement sain va se poser un peu comme, enfin un droit, parce que j'ai le droit de me retrouver dans un espace propre, mais comme un devoir même citoyen, de faire en sorte que cette voie publique soit toujours propre. Je parle de ce principe parce que, quel que soit le niveau de développement de l'État, il sera impossible de mettre un policier à chaque endroit pour garantir le droit à l'environnement propre. Et donc, dans les textes, le fameux proverbe africain qui dit « tu balaies devant ta cour », lorsque ta cour tourne sur la route, tu balaies sur la route aussi également. C'est un peu comme ça qu'il faut comprendre le droit à l'environnement. Et c'est une obligation légale, c'est une obligation qui est prévue par le texte. Donc l'idée, c'est de faire en sorte de ne pas dégrader l'environnement, mais parfois même contribuer à améliorer la salubrité de l'environnement. C'est un peu ce qui va découvrir. Et dans ce prolongement-là, ma réflexion veut se pousser sur même les infrastructures en tant que telles. Oui. Par exemple, l'environnement sain aussi, ça passe par de bonnes voies bitumées, profilées, parce que si un accident survenait, on pourrait quand même interpeller l'autorité de l'État. Il y a la jurisprudence en la matière. Il y a beaucoup de jurisprudence en la matière. Il y a beaucoup de communes dont la responsabilité est mise en jeu. Lorsqu'il est attesté que l'infrastructure routière a contribué à causer l'accident ou à l'aggraver. Parce qu'il est de l'obligation de l'État
de s'assurer que les infrastructures routières soient conformes à la loi, à ce qui est mis en place. Et dans tout ce qui est promotion de valeurs civiques en matière de circulation routière, on a mis en place une sorte d'universalité, c'est-à-dire que les dimensions de la route doivent être parfaites. C'est-à-dire que je conduis en France, quand j'arrive à Abidjan pour conduire, je dois pouvoir retrouver les mêmes repères juridiques qui me permettent de conduire. Donc quand l'État ou les autorités mettent en place des infrastructures routières, ils doivent penser au fait que toute personne va pouvoir emprunter ces voies publiques-là en toute connaissance des causes, mais en étant totalement rassuré. Et bien évidemment, les bandes blanches, les appositions des panneaux, et tout ce qui va même contribuer à l'entretien de la route. Je reviens sur le mot l'entretien, parce qu'il ne suffit pas de poser le panneau, il faut vraiment mettre en place un système pour vérifier que le panneau il est toujours là et que le panneau il est toujours propre. Parce qu'un panneau dégradé va dénaturer le panneau, il va peut-être être sujet à plusieurs interprétations. Comme pour dire que les responsabilités sont dans les deux sens. Dites-nous, vous qui êtes expert en la matière, oui. Vous êtes dans le quotidien des Ivoiriens, quel constat, vous souriez, quel constat vous faites au quotidien? C'est vrai que c'est pourquoi on est habitué à parler d'un civisme routier. Bon, moi je suis juriste, déjà on me traite à tort de voir le mauvais côté des choses, donc je commence à parler plutôt de civisme sur la voie publique, oui. Parce qu'on voit beaucoup de mauvaises actions. La question qu'on s'est posée à l'époque, c'est pourquoi il roule sur les trottoirs alors qu'il sait que c'est interdit? Mais on ne trouvera pas la réponse juridique parce que chacun a une raison valable. Il va se dire non, je suis pressé, j'ai un besoin. Quelle que soit ton urgence, le civisme, c'est la conscience que tu as de la collectivité dans laquelle tu évolues. Donc, il faut plutôt chercher à savoir comment faire pour que les gens s'approprient les valeurs civiques. Parce qu'on voit beaucoup de comportements civiques et je n'ai pas envie de juger ces comportements civiques parce qu'il y en a beaucoup. Au départ, je pensais qu'on le faisait par ignorance, par méconnaissance de la loi. Mais au fur et à mesure, tu te rends compte qu'il le fait parce qu'il estime que lui, il a plus de pouvoir, il a plus de droits. Un individu, un automobiliste qui, parce qu'il a une grosse 4x4, il met les clignotants et puis il prend le sens inverse, soit parce qu'il est pressé d'arriver à l'aéroport, il sait très bien qu'il a une infraction. Mais il est conscient aussi qu'il a une infraction. Il est même conscient que la législation interdit ça. Mais il se donne des pouvoirs, donc il va toujours trouver une raison. Je veux que les Ivoiriens abandonnent les raisons qu'ils ont pour adopter des comportements inciviques en se disant qu'on a une obligation de partage responsable de la voie publique. Et on va leur emmener vraiment avec les infractions qu'on peut constater, à savoir les infractions qui existent, les infractions que vous constatez sur le terrain, et puis ce que dit le droit en fonction de ces infractions-là, les implications même. Il y a beaucoup d'infractions qui sont prévues. Bon, on va laisser tomber tout ce qui est infractions liées même à la circulation. On va essayer de voir les infractions liées à l'incivisme routier. Vous prenez la propriété de la voie publique dont je parlais. Vous avez droit à la propriété des votes, droit à la propriété, mais la propriété que vous avez est la propriété de la voie publique. Vous prenez un automobiliste qui est dans la voiture, bon, je prends les transporteurs en commun, très souvent on le voit, qui finit de boire un sachet d'eau et le jette sur la voie publique. Ça paraît être tellement banal, parce qu'on voit peut-être la bonne dame qui est en train de passer un coup de balai. Ça paraît tellement banal, mais c'est une grosse infraction. C'est une grosse infraction qui va jusqu'à, je crois, 150 000 francs d'amende. Le fait de porter atteinte, de dégrader la voie publique est sanctionné, est réprimé par la loi. Et je parle des sachets, particulièrement parce que des fois aussi, on a besoin de prendre conscience que je vais déposer une saleté, une ordure, je dépose un papier mouchoir qui va se dégrader rapidement peut-être, et je dépose un sachet plastique qui va mettre plus de temps à se dégrader, qui va causer plus de tort à l'environnement, je dois prendre conscience que je ne m'apprends pas à rajouer. Je ne vais pas rajouer. La dame qui balaye la voie publique ne pourra pas être présente à tout moment pour balayer la voie publique. Et partout. Et partout. Et donc, une fois que vous avez trouvé une voie publique propre, vous faites l'effort de la maintenir propre. Donc, il y a suffisamment de places dans votre voiture qui est votre bien privé. Vous avez votre privé, vous avez suffisamment de places pour mettre une poubelle si vous voulez. Si vous pensez que vous jetez beaucoup d'ordures, débrouillez-vous pour mettre une poubelle dans votre voiture. Et il y a des petits sachets poubelles. Il y a suffisamment d'espace dans la voiture, et justement les consultants en ont pensé. Il y a suffisamment d'espace dans la voiture pour vous amener à garantir une propriété sur la voie publique. Donc tout ce qui va être infraction liée à la propriété va être sanctionné. Tout ce qui va être lié à la dégradation des infrastructures va être sanctionné. L'affichage absurde qu'on fait sur les panneaux publicitaires, c'est sanctionné.
c'est des contraventions qui vont jusqu'à 100-150 000 francs d'amende aussi, avec l'obligation de remise en état. C'est des comportements inciviques. Et même au-delà de l'affichage sur le support routier, l'affichage qui empêche de donner au support routier sa valeur juridique est sanctionné. On a vu tout ce qui est politique d'assainissement dans le domaine de l'affichage publicitaire. L'un des fondements, c'était l'environnement, c'est en matière routière, puisque la législation dessus va interdire de porter atteinte ou bien de compromettre les infrastructures routières. C'est réprimandé. Il y a plein d'autres infractions qui vont être réprimées à un premier niveau, ensuite qui vont être réprimées en cas de récidive. On va aussi réprimer en matière de civisme, en quelque sorte, tout ce qui va être désagrément causé aux riverains. Vous êtes dans une cité, vous allumez le moteur le matin, vous avez envie de ronfler, soit parce que vous avez une grosse cylindrée, c'est du bruit. Oui. Tout ce qui va être lié à nuisance sonore qui va être réprimé par d'autres tests, sans oublier que des dispositions du code de la route vont punir tout ce qui est bruit. D'ailleurs, il y a un niveau de bruit intolérable pour le véhicule. C'est-à-dire que le code de la route va vous dire clairement que il y a des instruments qui sont mis à disposition pour pouvoir les mesurer. Je pense qu'au contrôle technique, on le mesure souvent. Quand on appelle le pot d'échappement, en fait, le nom, c'est le pot catalyseur, le silencieux. Il doit atténuer au maximum le bruit du moteur. Donc, quand vous remplacez parce que beaucoup d'automobilistes, surtout les transporteurs le font souvent, quand vous remplacez votre pot catalytique pour donner un bruit de ronronnement qui vous paraît intéressant, vous enfreignez ces règles-là. Vous avez l'obligation de garantir, j'allais dire quoi, une sécurité audible, en quelque sorte, aux riverains. Alors, M. Paul Arnaud-Ekou, on va rester un peu sur ce que vous êtes en train de dire. Généralement, dans nos cités ou chez nous à la maison, dans nos quartiers, sur la voie publique, on a souvent de grandes cérémonies. On barre la route parce qu'on a des mariages, parce qu'on a des anniversaires et tout. Votre avis sur le sujet, qu'en est-il exactement de cet état de fait? C'est la difficulté fondamentale quand il faut arbitrer entre des droits civiques et des devoirs civiques. Des fois, quand on construit, soit on le dit souvent chez nous, la route précède le développement. Donc, quand on va construire une voie, on va la positionner dans des dispositions à respecter d'abord la circulation, la liberté d'aller et de venir. Mais au fur et à mesure, des riverains vont s'installer autour. Il va falloir avoir à un moment donné le partage de cette voie-là. Donc, dans une cité, j'allais dire privée, où il y a des voies, parce qu'une cité peut être une cité privée, on parle de certaines cités dans les quartiers de Cocody, qui, pour des questions de servitude, vont laisser la place à des voies publiques. On comprendrait qu'à un moment donné, pour permettre la vie des riverains, on puisse barrer la voie. Mais il n'est pas automatique, il doit être autorisé. Donc, ce n'est pas parce que j'ai un mariage que je place la bâche. C'est parce que l'autorité de la collectivité, donc le maire ou le préfet, m'a permis de barrer la voie spécialement. Et à ce moment-là, la même autorité va commencer à signaler aux autres riverains pourquoi la voie est barrée et quelles sont les voies de déviation qu'il faut prendre pour pouvoir continuer à jouir de votre droit d'aller et revenir. Même si c'est devant ma porte. Mais c'est devant votre porte. La voie ne vous appartient plus. Mais c'est devant votre porte, c'est pas possible. Une fois que c'est une voie publique, elle est publique. Et cette question est intéressante parce qu'il en est arrivé à... C'est d'ailleurs même ce qui a prévalu, que je sais que la commune de Cocody, à un moment donné, a forcé certaines cités à sortir les barrières à les portes. Oui, parce que ça rentre dans la cité, c'est vrai. Votre cité, entre vous, vous avez acheté votre maison personnellement, mais dans le plan d'urbanisme, dans le plan de construction, une voie devait passer par là. Et la liberté d'aller et venir appartient à tout le monde. Donc, du coup, on va prendre ce prétexte-là pour dire, il faut arbitrer. Tantôt, on ne voudra pas que les automobilistes causent beaucoup de gêne aux riverains, et c'est aussi un principe dans le code de la route, il faut éviter de causer des gênes aux riverains. Tantôt, on ne voudrait pas aussi que des riverains entravent la liberté d'aller et venir des automobilistes. C'est dans ces deux sens qu'il faut arbitrer. Donc, ils ont le droit de le faire sous réserve d'autorisation de l'autorité compétente en la matière. Et justement, ce qui nous donne l'occasion de parler et de revenir sur les points des infractions que vous avez énumérées ici, sur leur constatation même. Comment se font les constatations finalement? C'est par l'autorité ou toute personne peut avoir un mandat pour le faire? Vous avez parlé par exemple du bacaman qui jette un mouchoir par devers sa vitre et tout ça. Qui le fait si un policier ne l'a pas vu? C'est vraiment la complexité de ce qui concerne la mise en œuvre des droits civiques, puisqu'ils prennent leur source dans plusieurs sources de droits. Les droits civiques peuvent être purement des droits civils. Donc, il a garé devant ma maison, j'estime que je laisse tomber même celui qui a garé de façon consciente. Il y a une pratique dans ces cités qu'on voit souvent.
À l'époque, quand papa avait l'argent, il a payé une grosse voiture, il n'a plus envie de jeter. La voiture est dans une épave pas possible, elle est garée là. Ça fait des dizaines d'années, ça prend de la poussière. Et puis, il n'a pas envie qu'on touche à sa voiture parce qu'il a d'autres ambitions. D'accord. Oui, il est nostalgique. Il est nostalgique. Soit vous considérez qu'il n'y a pas d'infraction parce que c'est bien garé, c'est devant sa cour, mais que ça pose un préjudice à la cité, ça enlaidit la cité, ou bien c'est dangereux pour les enfants, peu importe la solution, vous allez soit rechercher à ce qu'on enlève la voiture, donc saisir l'autorité municipale, parce que vous n'allez pas appeler la fourrière vous-même, puisqu'il a le droit, c'est devant sa maison. Vous allez peut-être saisir l'autorité municipale pour avoir l'autorisation administrative de mise en fourrière. Soit vous estimez que ça a causé un préjudice. Dans ce cas, vous rentrez dans tout ce qui va être théorie des dommages et intérêts. Vous allez intenter une action en justice pour demander qu'il répare le préjudice que vous avez subi. Et puis, bon, soit vous constatez que c'est une infraction pénale parce que c'est un stationnement gênant, vous appelez la police. Mais vous ne vous rendez pas justice vous-même, vous appelez la police. Vous ne voulez pas un matin pour débarrasser la voiture, vous appelez la police. Si vous considérez qu'il a une infraction gênante, c'est-à-dire qu'il a garé là depuis un moment, mais c'est sur le trottoir. Donc, voilà, pour que la police constate l'infraction, la police va lui infliger l'amende qu'il faut. Voilà, alors, il y a plusieurs éléments dessus. En Côte d'Ivoire, contravention, délit, crime, qu'est-ce qu'on constate le plus sur nos routes, sur la voie publique et tout? En matière de civisme, il y a beaucoup plus de contraventions. Oui. Uriner sur la voie publique, on n'a pas besoin d'écrire interdit de pisser, sous peine d'amende, de palabres, tout ça. Même quand on le fait, on vient. Même quand on le fait, on le vient. Alors que c'est une infraction. On complète la phrase et puis tu vas me faire quoi? Et puis, elle me fait quoi? Voilà. C'est une infraction. D'accord? Donc, l'idée, c'est qu'il y a beaucoup plus d'infractions parce que c'est des comportements, j'allais dire, qu'on a banalisés. Donc, il faut aller très vite. Et la contravention permet de sanctionner ces comportements qu'on a banalisés pour aller très vite par rapport à une procédure de délit ou de crime qui est très complexe. Donc, il va y avoir beaucoup de contraventions, il va y avoir beaucoup de textes et beaucoup de comportements qu'on a, beaucoup de comportements inciviques qu'on pense être acquis sont bel et bien punis par la loi. Et pas beaucoup de contraventions. Il faut juste que vous ayez la chance de tomber sur un policier qui passe par là et qui est conscient que c'est réprimé. Oui. Voilà. Merci infiniment, Monsieur Ekou. En tout cas, plusieurs choses à apprendre sur le sujet de l'incivisme routier et les sanctions qu'il s'arriment vraiment à ces méandres-là de notre société. Il faut savoir que c'est vrai que c'est complexe, mais en même temps, l'adage s'y adjoint, nul n'est censé ignorer la loi. Merci de nous avoir suivis. Oui. On se verra demain. On se verra demain avec beaucoup de plaisir et merci à toutes les personnes qui ont travaillé sur cette émission. Et enfin, un gros coucou à notre chargeur de production, Claudia Nguessan, qui en dit bonne année. Portez-vous bien, au revoir.